Donc, Merci. donc nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Irène Jacob avec nous ce soir. Donc voilà, ça fait partie de quelques films qu'on ressort de Andrzej Kieślowski qui ont été restaurés récemment. Donc il y a la trilogie Bleu, Blanc, Rouge et donc la double vie de Véronique, dans laquelle joue aussi Irène Jacob. Et donc ce soir, vous avez vu Rouge. Alors je ne sais pas si vous avez vu les autres. Je ne crois pas que ce soit obligatoire de les voir pour voir celui-là ou pour comprendre celui-là, même s'il y a des interactions entre les films. Mais vu que c'est vrai qu'il y a... Donc c'était 4-5 ans avant, la double vie de Véronique, le premier film, je crois, dans lequel vous avez joué avec Kieślowski. Et du coup, une première question, c'est comment s'est passée la rencontre avec Christophe et voilà, comment s'est passé le début du travail avec ce grand réalisateur. Eh bien, bonsoir à tous et puis merci d'être là. C'est vraiment une super surprise de vous voir tous si nombreux dans cette avant-première un lundi comme ça. Et bravo à Potemkin aussi de ressortir ces films. C'est vraiment une telle émotion. C'est vrai qu'il y a ce travail de la Cinémathèque qui ressort un mois de toute l'œuvre de Christophe Kieślowski. Vraiment des films à découvrir, hein, que ce soit le Décalogue, les documentaires, et puis les 3 couleurs et double vie que vous sortez en salle ici. Voilà, c'est très émouvant parce que c'est vrai que c'est un peu, ce sont des films que j'ai pu, bien sûr, qui sont sortis il y a longtemps maintenant, il y a peut-être 30 ans, mais que je continue à présenter assez régulièrement. Enfin, régulièrement, c'est-à-dire qu'il m'arrive par le travail finalement de me retrouver parfois en Chine ou au Mexique ou au Brésil et on me dit « Ah vous ne pourriez pas passer par la Cinémathèque et présenter des films de Christophe ?» Et c'est vrai que je le fais volontiers parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces films. D'abord, c'est toute une école polonaise dont on pourrait parler vraiment beaucoup sur la façon de travailler avec le chef opérateur, sur le scénario. Et j'ai rencontré donc Christophe pour vous répondre en 90 pour la double vie de Véronique. Et c'était son premier film en fait en coproduction française. Et c'était l'ouverture, c'était la fin du rideau de fer. Et tout d'un coup, c'était inimaginable de voir ces réalisateurs qui venaient voilà, de Bosnie, de Pologne, de Hongrie, faire des coproductions avec la France. Et cette rencontre déjà avait ce caractère extraordinaire. J'imaginais jamais le rencontrer. J'avais vu ces films de Décalogue. Et voilà, il m'a fait confiance pour faire la double vie de Véronique. C'était une grande émotion pour moi. On a beaucoup travaillé sur ce film. Et puis là, ce que je pourrais dire, puisque j'essaie de raccourcir un peu mes réponses, mais c'est vrai que il a écrit à partir du Décalogue avec un co-scénariste qui s'appelle Christophe Pichevich. Et ce Christophe Pichevich était un avocat. Je le dis parce que vous avez vu Rouge et effectivement le personnage de Jean-Louis Trintignant et le personnage d'un juge. Et donc Christophe Pichevich lui a dit « Et si tu faisais un film sur le Décalogue, 10 films sur le Décalogue ?» Et Christophe Pichevich, travaillant en tant qu'avocat, voyait beaucoup de situations de vie qui étaient étonnantes à écrire. Ils ont écrit ensuite La double vie de Véronique, qui est un film très poétique, complètement différent de ses autres films. Et puis, Bleu, Blanc, Rouge, qui a été aussi proposé par Christophe Pichevich en lui disant « Et si on prenait, puisque maintenant il allait faire des films avec MK2, donc en France, avec Marine Karmitz, et si on interrogeait voilà, ce liberté, égalité, fraternité ?» Et l'idée pour eux était vraiment d'aller l'interroger là où on n'aurait pas l'idée de l'interroger. Donc pour le film Rouge, fraternité entre 2 personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien pour s'entendre. Et du coup, cette fraternité-là, c'est avec un grand acteur qui est Jean-Louis Trintignant d'ailleurs. Vous le connaissiez déjà avant d'avoir joué dans ce film ou... Parce que c'est vrai qu'il est, bon, comme toujours, c'est une très belle interprétation qu'il fait dans le film, extraordinaire. Ben oui, dans la double vie de Véronique, je jouais 2 personnes en fait, donc j'étais un peu vraiment le personnage porteur de ce film. Là, dans le film Rouge, c'était vraiment un duo, enfin, un ping-pong, je dis ça parce que vraiment Christophe se posait souvent sous la caméra. Ça impressionnait beaucoup Jean-Louis Trintignant parce qu'il avait l'impression que le réalisateur était vraiment à 2 mètres, enfin même pas à 1 mètre de lui parfois.
Et on sentait que vraiment, pour lui, le rôle principal de Rouge, c'était la relation entre ces deux personnes. Parfois, c'est le juge qui gagne, parfois, c'est Valentine qui gagne. Et on s'est rencontrés avec Jean-Louis Trintignant un week-end avant le tournage. Et on a, pendant un week-end, répété toutes les scènes qui se passent dans la maison du juge. Et puis, on a commencé le tournage, qui a duré... dans la maison du juge, je crois qu'il a bien eu pour 3 semaines. Et c'était difficile de commencer par ça, parce que c'était le plus difficile, en fait, dans ce film. C'est vrai que quand je me posais des questions sur Valentine, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'elle retourne à la maison du juge, quoi. En fait, une fois qu'on ne supporte pas quelqu'un qui nous révolte, pourquoi est-ce qu'on revient? Et c'était la question, en fait, à se poser, parce que c'est ça qui fait un film. Et on a commencé par répéter donc en un week-end toutes ces scènes avec Jean-Louis Trintignant, puis on les a tournées. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être monstrueuse, quoi. J'avais l'impression que j'étais une espèce de harpie qui était toujours en colère. Bon, ensuite, les gens m'ont dit, mais vous êtes si douce dans vos films. C'est pas du tout la façon dont je me voyais, vraiment. Je crois que, enfin voilà, c'est vrai que c'était ma façon, mais pourtant, j'étais vraiment au max de vraiment... Il y avait des nuits où je pouvais même plus rien avaler, tellement j'avais l'impression d'avoir été une sorcière, quoi. Bon, j'avais vraiment cette impression-là. C'est vrai, c'est peut-être pas l'impression que vous avez eue ce soir. Mais moi, j'avais vraiment cette impression-là d'être... Jean-Louis était extraordinaire, vraiment très, 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 très charmant. Et il a toujours ce jeu où on est toujours surpris, quoi qu'il dise. Enfin, il ne dira jamais la phrase comme on l'imagine. Il prend toujours les choses à contre-pied. Il a un jeu très imaginatif. Et puis, Christophe Kieslowski, vraiment se sentait aussi bien dans le rôle du juge que dans le rôle de Valentine. Et je crois que ça l'intéressait beaucoup de voir comment deux personnes se répondent. Il avait tendance à dire que c'était son propre dialogue aussi entre un idéal, entre une envie de réparer, entre une envie de voir les choses, et puis une maturité qui avait aussi été blessée, déçue, et c'était ce dialogue-là qu'il avait envie de chercher dans le film. Ensuite, il y a le chef opérateur, qui était Piotr Soboszinski, avec qui il avait déjà fait d'autres films, des décalogues. Et il avait l'habitude, en tout cas, de changer de chef opérateur à chaque film. Parce qu'il faisait un tel travail avec les chefs opérateurs dans l'école de Łódź. L'école de Łódź, c'est l'école Lotz, cette école de cinéma polonaise. Et la caméra, dans cette école, était vraiment un rôle, un acteur. C'est-à-dire, elle avait une telle personnalité que le chef opérateur venait proposer au réalisateur des plans, des couleurs, des façons de faire. Et Piotr Soboszinski a voulu faire son film complètement en clair-obscur. Donc tout était dans des lumières très, très, très contrastées, comme vous l'avez vu. Et elles étaient très exigeantes, ces lumières. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, parfois, je me souviens justement d'une scène où il fallait vraiment tourner son visage comme ça pour dire on ne peut avoir que pitié de vous et avoir le visage à la moitié éclairé, à moitié dans l'ombre. C'était très exigeant parfois, mais effectivement la lumière raconte aussi, la lumière est aussi... J'allais vous demander ça là, parce qu'on voit qu'il y a une précision dans la mise en scène millimétrique, quoi, quasiment. C'est pas difficile d'arriver de jouer, d'exprimer des émotions, etc., dans une telle précision, manipulation comme ça. Alors, c'est vrai que c'était précis et exigeant, mais il faut dire que Christophe Kieslowski avait commencé à travailler dans un pays qui était sous la censure, en fait. Quand il a commencé à faire ses documentaires, quand il a fait ensuite ses premiers courts-métrages, ses films, certains de ses films ont été censurés, n'ont pas été montrés au cinéma. Il y avait toujours une difficulté à écrire le film qu'on voulait, à réaliser le film qu'on voulait. La difficulté faisait partie, tellement pour lui, de la façon de faire un film. Même... ils n'avaient pas beaucoup de pellicules à cette époque-là. Donc, à chaque soir, ils calculaient le nombre de pellicules qu'il avait dépensé. Alors que, bon, il aurait pu dépenser le nombre de pellicules qu'il voulait, enfin, la quantité de pellicules qu'il voulait. Mais pour lui, c'était devenu presque un jeu. Et en fait, c'était avec la contrainte, qu'est-ce qu'on fait? Et ces personnages sont sans cesse sous contrainte et sous tension.
Jamais on dit bonjour, comment ça va. Enfin, tout de suite, on arrive en disant c'est vous qui avez fait ça. Enfin, c'est tout de suite in the cut, quoi, à vif, quoi. Et en fait, donc c'est pour répondre à cette difficulté. Bien sûr, la lumière en était une, mais j'en ai rencontré d'autres sur Rouge. Il y avait des moments où, dans des scènes d'émotions assez fortes avec le juge, peut-être que c'est cette scène où je dis on peut avoir que pitié de vous. Dans cette scène-là, je crois qu'on a terminé sur Jean-Louis et c'était l'heure, il fallait s'arrêter. Et puis Christophe m'a dit demain on fera ton gros plan. Donc je me dis mais quoi, je vais devoir dormir avec tout ça et puis demain matin me réveiller et commencer la journée par ça. Enfin, ça me paraissait super dur. J'avais dit mais c'est dur. Il m'a dit oui, mais enfin t'as choisi ton métier. Enfin, et c'était pas méchant de sa part. Enfin, comment dire, il y avait presque, il trouvait que, je crois que il y avait un aspect un peu drôle qu'il trouvait à ça. C'est-à-dire qu'il y avait des contraintes, il faut les contourner, il faut trouver. Et c'est ce qui fait que dans ces films, bon, je le dis souvent quand je présente ces films, mais c'est vrai qu'il y a une marge d'interprétation assez personnelle pour chaque spectateur. Et il tenait à ça. Il disait quand c'est trop explicite, je coupe. Et il avait envie finalement que chaque spectateur puisse se faire sa propre histoire et sa propre place dans ces films. Et c'est vrai que c'est pas étonnant que ces films puissent être reçus 30 ans plus tard avec autant de modernité, que chacun peut l'investir, que ce soit au Japon, au Brésil, en Chine ou aujourd'hui, il y a quand même une part pour chacun à faire sa propre histoire. Et c'était une de ces contraintes aussi venues de la censure, où on n'avait pas le droit de tout dire. Et parce qu'on n'avait pas le droit de tout dire, il fallait que le public fasse aussi son travail. Et je crois que ça, c'était une contrainte encore de plus qu'il avait tournée d'une façon essentielle pour son cinéma. Vous avez des questions ? Donc du coup, vous l'avez dit vous-même, c'est quand même un cinéma très mystérieux, qui laisse quand même une place pas mal aux spectateurs. Mais donc du coup, comment est-ce que il travaillait avec vous en tant que directeur d'acteur? Est-ce qu'il était vachement dans une tentative de psychologiser le personnage, ou au contraire, est-ce qu'il vous laissait beaucoup de place dans l'interprétation? Comment est-ce que vous travailliez avec Kieslowski? C'est une bonne question. C'est vrai que, alors justement, il parlait très peu de son scénario. Il disait qu'il préférait entendre ce que vous alliez dire. Et il le disait pour chaque membre de l'équipe. Et c'était très rare qu'il s'avançait sur une psychologie, ni de l'histoire, ni du personnage. Alors par contre, ce qu'il faisait, c'est que quand on a répété avec Jean-Louis Trintignant pendant le week-end, il avait une façon de regarder chacun, sa façon d'être, et il disait oh, ah, j'aime bien la façon dont tu t'es assis comme ça en posant ton menton. Voilà, ça tu vas le faire, mais tu vas le faire là. Il observait les gens, il regardait, il trouvait une façon, il disait attends un petit peu avant de dire ça. Il avait une façon de diriger qui était toujours dans l'action et dans l'observation. Alors, il disait qu'un réalisateur, en fait, il disait ça aujourd'hui, il disait un réalisateur ne devrait jamais s'asseoir quand il tourne une scène, parce que pendant que la scène se fait, il disait que le réalisateur avait toute une marge d'action. Et c'était vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il se mettait sous la caméra, nous on était ici, on n'était pas loin, et pendant la scène, il retenait, il poussait, il s'exprimait beaucoup. Enfin, au début, Jean-Louis disait, mais vous allez rester là tout près. Et puis finalement, on s'habitue. Et en fait, je peux dire qu'il faisait partie de la scène. Vraiment. Il jouait avec nous, quoi. Il était vraiment... Puis, quand il fallait dire quelque chose, il me touchait le genou, il fallait s'arrêter. Il prenait le bras de Jean-Louis. Il faisait toutes ces choses-là. Donc, on était vraiment avec lui pendant la scène. Et par contre, il faisait très peu de prises. On faisait 1-2 prises, pas plus, mais comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'angles et il aimait beaucoup le travail de montage. C'était vraiment une partie de l'écriture qu'il aimait beaucoup. Donc, parfois, il savait exactement que c'est à ce moment-là, c'est juste pour la montée, là, c'est juste pour cette phrase-là. Mais c'est vrai que ça nous gardait aussi, avec une certaine contrainte de savoir qu'on avait si peu de prises.
Mais, pardon, du coup, je scotte un peu. Mais du coup, il faisait peu de prises, mais il laissait tourner quand même beaucoup. Il vous coupait pendant les prises ou c'était juste ces petites interactions comme ça pendant le. Non, les scènes parfois sont quand même assez longues. Donc non, on faisait toute la scène avec une valeur différente en fait, que ce soit comme ça ou comme ça. Et puis ensuite avec un autre angle. Alors oui, une chose que je voulais dire peut-être, puisque je vous ai parlé de ces chefs opérateurs qui étaient vraiment un tel acteur dans le film, à tel point que je crois que dans le générique, il cite Piotr Sobocinski dans l'écriture du scénario. Or, il n'a pas du tout écrit le scénario. Mais voilà, c'est vrai qu'un film s'écrit avec cette caméra. Et pour lui, il disait, mais je ne peux pas faire deux films avec le même acteur, et je ne peux pas faire deux films avec le même caméraman, c'est pas possible, ce serait le même film. Et Piotr Sobocinski avait 35 ans à ce moment-là. Il me paraissait très âgé, mais maintenant, c'est plus le cas. Mais en tout cas, je me rends compte à quel point il était jeune, en fait. Son père était déjà un grand chef opérateur. Et voilà. Bonsoir Irène. Moi, je vous avais rencontré à l'époque de Par-delà les nuages avec Wenders et Antononi au ministère de la Culture je ne sais plus pourquoi j'ai commencé par redire ça. Bref, je pense que pas question, l'importante n'a rien à voir. Je voulais savoir s'il arrivait quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, que vous parliez de la façon dont vous ressentiez le personnage avec lui, ou est-ce qu'il vous laissait trouver, chercher toute seule? Parce que tout à l'heure, par exemple, vous disiez les raisons que vous aviez trouvées pourquoi elle revient voir le juge. Moi, j'étais très curieux de savoir lesquelles vous aviez trouvées. Est-ce que c'est quelque chose qui a été dans une discussion avec Kieslowski? Est-ce que ça a amené sur une autre façon pour vous de percevoir le personnage? En fait, c'est vrai que lui, il était très... Non, il me disait, elle revient. Donc il m'aidait pas beaucoup là-dessus. Maintenant, c'est vrai que comme j'avais joué dans la double vie de Véronique, j'avais eu l'occasion de lire une première version de Rouge. Et dans la première version de Rouge, Valentine, il n'y avait pas cette histoire de frère qui avait drogué. Et moi j'avais dit, mais je pense qu'il lui faut quelque chose, Valentine, pour qu'elle revienne. C'est qu'il y a quand même quelque chose... c'est pas quelqu'un qui va que bien. Et c'est quelqu'un qui doit avoir aussi son... si elle revient le voir, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écho en elle. Et il a lui-même imaginé cette histoire de frère drogué. Et tout d'un coup, moi je me suis vraiment appuyée là-dessus, parce que je me suis dit, au fond, cette fille, elle est mannequin, mais... Elle fait des études, on ne sait pas trop. Son mec, il est loin, en Angleterre. On apprend finalement qu'elle a un frère qu'elle aime, mais avec lequel elle ne peut plus communiquer. Ça fait beaucoup d'échecs, ça fait beaucoup de confusion. Et tout d'un coup, elle est choquée, elle est indignée, elle est révoltée, mais elle peut l'adresser. Et il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, avec le juge, qui va lui permettre... de comprendre aussi quelque chose elle a quelque chose qu'elle ressent, mais en fait qu'elle aurait pas pu mettre le doigt dessus. En fait, une colère pour son frère, une colère. Moi, quand elle dit je vais aller voir la petite fille, il y a cette façon de tout ce qu'on peut pas agir par sa propre vie parfois. Et tout d'un coup, parce que c'est au dehors. On ne sait pas pourquoi on s'engage, mais c'est quand même dans sa vie que de temps en temps on a des grandes conversations avec des inconnus ou des choses comme ça. C'est pas des moments, c'est des moments qui résonnent souvent avec un moment de notre vie où on est ouvert à ça et on a besoin aussi de ça. Voilà, moi je me suis dit ça, mais j'ai travaillé aussi ces films avec un prof de théâtre qui s'appelait Jack Garfine, et je lisais beaucoup les scénarios avec lui. Je dis ça, j'en parlais pas forcément avec Christophe, il savait que mais c'était juste pour dire que
j'aimais bien discuter ces scénarios et d'arriver sur le plateau en ayant un peu bien approfondi mes personnages. Parce qu'ensuite, je pouvais vraiment me déployer avec Christophe, parce que moi, j'avais fait un peu ce travail, et lui, il aimait beaucoup plutôt qu'on soit dans l'incarnation. Par exemple, le fait que Valentine fasse de la danse, c'était important pour lui, auquel il avait envie de la voir dans l'effort, il a envie de voir ces personnages vraiment incarnés dans la chaleur, voilà, enfin voilà. Donc par contre, de temps en temps, dans la scène avec le juge, quand il vient voir Valentine après le défilé de mode, et que le juge dit ah ben oui, j'ai rêvé de vous, etc. Et il me disait mais tu le fais trop tendre, Irène, c'est pas ça, c'est pas du tout une histoire d'amour entre le juge et Valentine. Je dis mais bon, elle me dit non, il me dit c'est pas du tout ça, non, elle dit viens. Enfin, alors j'ai dit mais enfin quand même elle est touchée. Il me dit non mais c'est pas ça du tout. Donc c'était vraiment, là il y a des fois il replaçait les choses. En tout cas il disait toujours que les choses doivent être organiques et que je me la scène du café au début. Il était très content de la suite, mais la façon dont ça commençait. Et ensuite, il disait, qu'est-ce qui se passe? Alors, il disait que quand il n'était pas content d'une scène, il essayait de faire tout le chemin de qu'est-ce qui s'est passé. Elle prend le café, elle dit qu'elle n'aime pas le café. Je me souviens de ça parce que j'ai vu un moment où il en racontait. Et il dit, ah, il faut qu'elle boive le café. Enfin, il essayait de trouver tous les gestes. Il dit, peut-être parfois, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un moment qu'on a raté, en fait. Il faut trouver ce moment. Et je le voyais tout seul, il repassait le rôle en lui-même. En fait, il n'avait pas d'explication psychologique, mais il était prêt à aider un acteur, peut-être par une action, d'attendre un peu trop longtemps, de prendre... parfois, il disait, baisse les yeux avant de dire ça. Je me souviens, par exemple, que dans la double vie de Véronique, il y a un moment où Véronica voit Véronique, donc, et puis c'était écrit, donc c'est deux personnes qui se voient et qui voient la même personne, donc, qui se voient en fait en sosie. Et c'était écrit dans le scénario qu'elle fronçait les sourcils. Et puis on avait très peu de prises, mais il me dit, dans la deuxième prise, il me dit, tiens, essaye de sourire un tout petit peu en te voyant. Et c'est vrai que c'est quand même un peu flippant de voir quelqu'un qui nous ressemble absolument et qui vient... Et le fait d'être dans cette manifestation... Pareil, à un moment, le même personnage, Véronica voit quelqu'un qui est un exhibitionniste qui ouvre son peu imperméable et elle a un léger sourire. Et bien ce léger sourire, pour moi, c'était une indication énorme pour le personnage, parce que ne serait-ce que de faire un léger sourire dans un moment un peu flippant, montrait que ce personnage n'avait pas peur de la mort, montrait que ce personnage était même intrigué par l'inconnu, que c'était quelque chose au contraire qui allait l'attirer. Et il l'a trouvé que sur le plateau, ça. C'est vrai que si j'avais fait quelque chose comme ça, bon ben ça aurait été normal, quoi. Il y a quelque chose de bizarre, on est comme ça. Et tout à coup d'avoir envie que le bizarre devienne quelque chose d'attirant, voilà. Ça c'était une indication. Par exemple, c'était le genre d'indication qu'il pouvait donner qui était quand même très 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 aidante. Mais c'est vrai que dans ces films, j'ai jamais vu un acteur mauvais. Donc, je me suis dit, moi j'avais un peu peur au début de jouer, je me disais, bon, je risque pas grand-chose parce que... Je voulais juste vous demander une précision par rapport au film, parce que moi je ne les ai pas revus depuis l'époque où j'étais ado, Bleu, Blanc, Rouge, et revoir ce soir. Et je me demandais, parce que pour moi, il y avait, en revoyant ce soir le film, pour moi il y avait presque des sauts temporels entre le juge jeune et le personnage du jeune qui vient d'être juge, etc., et qui se retrouve avec elle, bien sûr, sur le ferry, ce qui semble être prévu, justement, par le juge Trintignant, puisque on se demande pourquoi il lui prend son billet pour le regarder, et pourquoi elle le donne sans se poser de questions, pourquoi il veut voir mon billet, est-ce qu'il veut venir Alors aussi? ça, c'est vrai que justement, c'est vrai qu'encore ce film, il est quand même assez simple dans sa façon de... On peut comprendre ce qui se passe, mais à la suite de... Enfin, c'est vrai que Christophe vous aurait répondu, bah, c'est à vous de le... Enfin, je veux dire, je serais curieux de savoir votre point de vue. Jamais il allait dire pourquoi. Moi, je pouvais dire ce que ma vision était, mais vraiment, ces films sont faits...
pour être ouvert à l'interprétation et pour être ouvert à la vôtre en tout cas. Et ça lui plaisait. Il y avait même un moment pour certains films où il se disait ça serait chouette de faire 3 fins différentes et de les présenter dans des différents cinémas. Enfin, il aimait bien cette idée en fait que chacun puisse voir un film différent jusqu'à ce point-là. Donc vraiment, c'est sûr qu'il y a toujours une narration poétique, en tout cas dans Rouge, avec ce temps, avec le jeune juge Jean-Pierre Laury. Mais ça se répond, c'est à chacun de raconter sa propre histoire. Et vous en êtes, vous avez fait votre version par rapport Ah bah oui, bien à sûr, ça? oui, c'est sûr. Certainement, c'est une version qui évoluerait aussi. Maintenant, c'est vrai que ça fait longtemps, je ne l'ai pas revu, même si je le présente souvent et j'en vois parfois un bout. Je ne le revois pas parce que d'abord, ce serait trop fort peut-être pour moi. Je suis contente par contre d'en parler. Je sais que je peux raconter pas mal de choses sur son travail et puis que je suis toujours contente de voir à quel point son travail est inspirant pour des jeunes réalisateurs. Vous êtes une salle vraiment tellement jeune. Là, je me disais, mais est-ce que vous êtes une classe ou qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez tous, vous êtes tous venus. En tout cas, c'est vraiment... c'est fou parce que c'était vraiment un cinéma qui était fait dans beaucoup d'inventivité, dans le sens que tous les jours, ils étaient en train de se dire, alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette caméra? Alors, ils ont pu mettre la caméra parfois, justement, je l'ai vu dans le trailer pour la rétrospective de Christophe, où il présentait la double vie de Véronique, la caméra au fond du tombeau, ou la caméra sur une corde, ou bien là, dans ce cas précis, c'est vrai de se dire toujours, comment on va raconter ça? Alors, si on peut parler de Rouge, on peut dire que Piotr Sobocinski, donc le chef opérateur, il a proposé beaucoup de choses. C'est lui qui a proposé que l'image de la fin, où Valentine est comme ça, soit la même que l'image du chewing-gum, par exemple. Enfin, il a proposé aussi, comme en fait, ce merveilleux plan du début, avec la caméra qui rentre dans les fils téléphoniques. Et ça, c'est très beau parce qu'il se dit, tiens, voilà, Valentine, elle va téléphoner à son amoureux qui habite en Angleterre. C'était toujours cette volonté de Christophe d'incarner son cinéma. Que les acteurs courent, que les acteurs suivent, mais aussi que la caméra, elle aussi, s'incarne dans on téléphone, on filme, on rentre dans les fils du téléphone, on va sous la manche, on va là-bas, on sonne. Vraiment que la caméra aille là où on l'attend pas, quoi. D'expérimenter, parce que je me rappelle la présentation que vous avez faite à Cinémathèque, vous parlez beaucoup de tout le temps jouer, de tout le temps défier ce qu'on peut faire avec la mise en scène, avec des effets optiques, des effets de miroir, voilà, tout le temps jouer avec ça et toujours créer des défis de mise en scène. Il était très, voilà. Oui, c'était des défis, c'était aussi d'inventer tout simplement, quoi, de se dire tiens, on va faire, par exemple, alors c'est vrai que parfois, il y avait des trucs aussi, mais là, par exemple, au début, il y a cette grue qui monte, il utilise une première grue pour le plan du début, et qui rentre dans l'appartement. Enfin, et je me disais, c'est pas mal, puisqu'on va avoir cette thématique du juge qui espionne les autres, qui rentre dans la vie des autres, et on commence le film, enfin, je sais pas si c'est au commencement, puisque ça commence par le téléphone, mais très vite, il y a cette caméra qui rentre comme ça, on suit Valentine, et elle rentre dans son appartement alors qu'elle est en train de téléphoner à son copain. Tout de suite, il y a une intrusion. Et enfin, je trouvais que chaque jour, c'était discuter comment on va faire, comment on va raconter ça. Et c'était toujours fait avec beaucoup de joie et d'inventivité, en tout cas au niveau du cinéma. Puis alors, il y a la musique aussi de Zbigniew Preissner, qui avait gagné déjà un disque d'or pour la double vie de Véronique. Et il a fait Bleu, Blanc, Rouge et des très belles musiques aussi, qui étaient écrites toujours avant le tournage. Donc, et jouer sur le tournage, du coup, comme ça se fait des fois. Pour le défilé de mode, oui. Bon, par exemple, mais on les avait entendus avant. On a toutes entendu pour Bleu, pour Blanc, pour Rouge, toutes les musiques avant. Quelqu'un encore une autre? Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis un fan de chinois.
Pardon mon niveau de français, mais je vais essayer de faire mes efforts, de parler mieux pour que vous puissiez comprendre. Mais avant tout, je voudrais montrer que je t'aime bien. Mais la dernière fois que je regardais ce film, je pense qu'il y a 7 ans ou 8 ans, mais sur l'écran de l'ordinateur, c'est pas très bien en Chine parce qu'en fait, c'est la première fois que je regarde devant le grand écran, mais j'ai remarqué que l'utilisation de sons qui est vraiment impressionnant. Donc comme ça, je voudrais savoir quand vous jouez ce rôle, qu'est-ce que tu en penses le son à ce moment-là? Parce que le son, je ne sais pas, c'est pas le parallèlement, mais comment tu en pensais le son et ta représentation? Je sais pas que... Alors moi, je me souviens plus tellement du son, au niveau des voix, mais ce que je peux dire, c'est que Jean-Claude Lheureux était l'ingénieur son, et il avait été l'ingénieur son de Louis Malle, et que Louis Malle avait l'habitude, après une prise, il ne demandait pas au chef opérateur, il demandait à Jean-Claude Lheureux. Pour lui, une prise était bonne si le son était bon. Et c'est vrai qu'il avait entière confiance donc dans Jean-Claude Lheureux. C'est vrai que c'était un grand ingénieur son, et je pense que il doit y avoir un très 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 beau travail. Et comme vous dites, d'abord vous parlez très bien français, bravo, ouais, merci aussi. Et puis c'est vrai que beaucoup de gens disent ah bah oui, je viens parce que j'avais vu le film sur ordinateur, ou j'ai vu le film. C'est vrai qu'il y a des films, et merci à Potemkin, merci à la Cinémathèque, merci à toutes ces possibilités de revoir ces films-là en grand, avec toute l'émotion du cinéma. Alain, tu voulais dire quelque chose, peut-être? Rapidement, peut-être. On m'entend bien. C'est peut-être une question de détail, mais enfin c'est important aussi pour tout le récit. Je parle à nouveau de Piotr Soboshinsky, le chef opérateur. Et dans toute la partie qui est quand même dure avec les clairs-obscurs, l'opposition avec le juge, avec Jean-Louis Trintignant, il y a un moment où il y a une parenthèse comme ça, il y a cette idée, le moment où il dit restez, il y a une belle lumière. Et donc, contrairement à tout le moment où il y a l'utilisation de lumière artificielle, de création de clair-obscur, là d'un seul coup, on a le soleil qui rentre. Est-ce que tu te souviens de cette scène particulière? Ça revient aussi par la suite avec l'utilisation de la tempête, bien sûr. Ils ont le mélange des éléments et de la lumière naturelle, justement, qui renforce peut-être le mystère du film aussi. Alors, tu as tout à fait raison. Je n'ai pas pensé, et tu me rappelles ces scènes-là. Alors, Alain Martin a écrit des livres sur Christophe et les connaît très très bien. Et encore là ce soir. Avec la nouvelle version. Avec la nouvelle version super restaurée. Et puis, tu fais des balades aussi, d'ailleurs, en ce moment. 3 balades. À l'Institut polonais autour des films des 3 couleurs ou des films en général? On n'ira qu'à Paris, on n'ira pas à Genève. Oui, c'est ça. Les 3 balades au mois d'octobre, il suffit d'aller sur le site de l'Institut polonais. Bon. Il y a encore de la place. Voilà. Et ben voilà, tu dis un point qui est très juste, parce que c'est vrai que dans La double vie de Véronique aussi, il y a un moment où elle dort et puis il y a un petit garçon qui joue avec de la lumière, ça la réveille et elle se dit qu'est-ce qui se passe, et puis à un autre moment, puis la lumière vient jouer un rôle d'acteur vraiment dans cette scène-là, ou à un autre moment où elle marche et puis tout d'un coup il y a la lumière et elle marche en prenant la lumière. Ce sont des moments, on fait tous comme ça, qui prennent peu d'importance. Enfin, on ne dirait pas à quelqu'un, aujourd'hui, ben ouais, j'ai vu une jolie lumière. Pourtant, ce sont des choses qui nous bouleversent, qui sont des forces fortes dans une journée. Et c'est vrai que je me souvenais plus de ce moment-là où tout d'un coup, le juge disait à Valentine, arrêtez, oui, il y a une belle lumière. Alors, il y avait aussi la lumière, évidemment, parce que tout d'un coup, il y avait la vérité aussi. Il y avait des choses qui se disaient, où tout d'un coup, le juge, qui est dans une espèce de trou noir, tout d'un coup, il voit aussi quelque chose, il y a une belle lumière. Peut-être justement qu'on a l'impression qu'il prend le contrôle de tout et que là, les choses échappent. Voilà. Puis voilà, tout d'un coup, il voit quelque chose aussi, il est capable peut-être. Et puis ce moment, effectivement, de la grande tempête là qui se prépare. Je me souviens, oui, avec les rideaux qui bougent. Ouais. C'est vrai, tout d'un coup, il y a tout ouais, il y a...
Oui, parce qu'il y a un petit côté un petit peu Deus ex machina avec, avec ce juge. Et puis tout d'un coup, les éléments qui se déchaînent. Avec, ouais, bien sûr. Ah, on doit devoir s'arrêter. On m'avait dit que ça serait assez beau. En tout cas, merci. Moi, j'ai envie de prendre une photo de vous parce que vous êtes tous vraiment. C'est incroyable. Je vais la montrer à mon fils parce que vous êtes tous. Ça fait parce que vraiment, c'est trop chouette de vous voir. Ça fait plaisir de voir une salle si jeune, voir le film de Christophe, mais il aurait été tellement ému, tellement content, tellement touché. Donc voilà, vraiment, merci à Potemkin, merci à MK2 Beaubourg. Merci surtout à vous d'être venus ce soir. Et merci à vous. Et puis parler